ici. L'éco-conception des produits, j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Le recyclage, la réutilisation des composants, la réduction des usages. Donc en clair, le message, c'est un mix. Il n'y a pas une baguette magique qui dit que demain, on va aller au développement durable. C'est tout un mélange d'actions, des actions qui nécessitent la durée, qui nécessitent de la part des autorités, des politiques, la compréhension. Or, une des difficultés de ce monde, c'est que nous avons le monde de la finance, où la période de réactivité, c'est parfois la milliseconde. Vous avez un algorithme qui cause à un autre algorithme via des réseaux informatiques. Vous avez le monde politique, qui est un monde où l'horizon est de quelques années, quand ça va bien. Et puis, vous avez le monde industriel, qui, lui, malheureusement, est souvent l'innovation, une innovation entre le moment où des brillants chercheurs ont une idée géniale au laboratoire et sa transposition à l'échelle industrielle. J'ai vérifié plusieurs fois auprès de personnes compétentes, c'est 10 à 15 ans. Regardez le temps qu'il a fallu entre la découverte du laser et sa banalisation dans toutes sortes d'applications qui nous concernent tous. Donc, et ce temps industriel, ce temps de l'innovation, ce temps de la recherche, il est fondamental. Or, on se heurte là à des agendas, à des durées, des horizons temporels qui sont très différents selon les acteurs de la société. Et c'est certainement un des grands problèmes de nos sociétés contemporaines et du monde en général. Après, il y a l'aide au développement, la coopération internationale. Il est impossible de concevoir un développement durable où il y a 1/8 de l'humanité qui vit plus ou moins bien, mais qui laisse sur le bord du chemin 7/8 de l'humanité, pour une bonne raison, c'est que c'est tout bêtement explosif. Et on voit malheureusement ce qui se passe dans les pays, parfois pas très loin de la France. Pour avoir une petite idée, imaginez maintenant qu'on va rajouter 2 milliards de personnes d'ici 2050 dans la cocotte minute. Vous voyez l'urgence des actions en faveur du développement durable. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Patrice. Alors maintenant, c'est ouvert aux questions. Qui veut poser la première? Antoine. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pas d'actualité, mais qui se rapporte à peu près à notre industrie. Et l'uranium dans tout ça? Et l'uranium du Niger, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'uranium du Niger, alors je dirais, j'ai eu le plaisir, j'ai travaillé 3 ans pour la Commission européenne sur la direction générale du développement sur les politiques d'appui à l'industrie minérale des pays dits Afrique, Caraïbes et Pacifique, et ça m'a donné l'occasion de visiter Arlit et Akokan, de la cave au grenier, visite VIP pendant 3 jours en compagnie du chef de la délégation de la Commission européenne à Niamey, c'était en 98-99. Donc, que voulez-vous que je leur dise? J'ai un ex-collègue qui est otage depuis 2 ans, M. Larib Daniel, qui est là-bas encore. Son épouse a été libérée, mais lui et d'autres sont retenus prisonniers. Oui, l'industrie minérale, l'uranium, pour moi, c'est une ressource minérale parmi d'autres ressources minérales. Elle a ses spécificités, mais c'est aussi... Et ça montre, comme quoi il est difficile. Cette industrie est une industrie difficile, à risque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gisements, il faut aller les chercher là où ils se trouvent, c'est-à-dire là où la géologie est favorable. Et malheureusement, pour l'uranium, ça amène les spécialistes à regarder certains endroits de la planète. En plus, c'est une opinion purement personnelle, nous ne voulons pas regarder ce que nous avons sur notre territoire. Nous voulons tous, comme on disait en mai 68, jouir sans entrave. Mais une mine à côté de chez moi, vous rigolez, donc quelle horreur. Les Américains disent not in my backyard. Et puis, mais il y a aussi un autre problème, parce que si je suis le maire d'une commune et si j'ai une envie absolue de ne pas être réélu, je vais soutenir un projet minier. Donc ça, c'est le not in my election year, pas dans mon année électorale. Donc, nous voulons jouir, c'est-à-dire que nous voulons avoir tous les merveilleux services. Nous voulons tous de l'énergie, de l'eau, des aliments délicieux. Nous voulons tous des belles voitures, des iPads, des iPhones et que sais-je. Ou pour ceux qui préfèrent Android, ça existe aussi. Donc, nous voulons tous bénéficier, mais nous ne voulons surtout pas nous poser de questions existentielles de où ça vient, comment ça a été produit, dans quelles circonstances, et on ne veut surtout pas en subir le moindre inconvénient. Je pense que ceci est totalement suicidaire et que c'est un des moteurs profonds de la désindustrialisation de nos pays. Mais c'est une opinion qui n'engage que moi et que Dieu me châtie. Christophe. Merci, vous avez fait référence à des problématiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous concernant
le fait que la ressource existe. Elle existe évidemment, mais évidemment, si on voulait du nickel ou du fer, on peut aller au milieu de la graine de la terre. Donc l'exploitation, là, il y aurait des ressources. Donc il y a la question, jusqu'à quel niveau on est prêt à aller, quel niveau de prix et surtout d'énergie on est prêt à dépenser pour soit extraire, soit recycler, puisque Benoît de Guibourne, dans ses bouquins, en parle beaucoup, les métaux. Et j'aurais tendance un peu à une question à vous poser, vu le schéma que vous avez présenté concernant le cuivre et les métaux secondaires qui dépendent du cuivre. Selon vous, quel est le premier métaux dont on risque de manquer vraiment? Alors, je n'ai pas cette diapo-là, enfin je l'ai sur mon ordinateur. Je pourrais vous montrer une chose. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une raréfaction d'un métal? Le prix va augmenter. Hein, classique. Le prix augmentant, ça envoie un signal aux opérateurs économiques. Ça va stimuler le recyclage. Donc on va pouvoir se mettre à recycler des choses qu'on ne recyclait pas avant, puisque ça va devenir économiquement faisable. Sous réserve des questions de temps de transit dans l'économie. Hein, encore une fois, c'est pas parce que ça ne permettra toujours pas décemment de dynamiter le bâtiment. Ni de démonter les lignes électriques de la SNCF. Donc, il y a ce genre de limite-là au recyclage. Ça va aussi stimuler la recherche pour chercher des substitutions. Hein. Regardez le cuivre. Bon, le cuivre, dans les applications REN, il y avait le bête fil électrique et notamment les fils du téléphone. Aujourd'hui, la téléphonie, ça passe par des signaux, de plus en plus par des signaux hertziens. Il y a de moins en moins de cuivre. L'intensité matérielle en termes de cuivre de la téléphonie, elle a fortement décru. Donc, ça stimule la recherche, les substitutions, etc. Ça va stimuler la recherche aussi de nouveaux gisements. Alors, soit de gisements en surface qu'on ne savait pas exploiter autrefois. Il y a un cas qui est très intéressant et révélateur. En Finlande, aujourd'hui, est exploité un gisement de nickel qui devrait permettre à la Finlande, dans les prochaines années, de devenir le 3e ou le 4e producteur mondial. Il s'appelle Talvivaara. Il fait 1,5 milliard de tonnes de réserves de minerais pauvres. Et il se traite par attaque du minerai par des bactéries. C'est les bactéries qui libèrent le métal et on peut récupérer le métal. Donc là, on a des stocks de métaux qui sont en surface, mais qu'on n'a pas valorisés. On parle beaucoup des terres rares et des questions de ressources en terres rares. Et certains disent on va courir à une pénurie de terres rares. Sauf qu'il y a des tas de gisements non conventionnels de terres rares. Les phosphates, par exemple, les gisements de phosphates contiennent probablement des teneurs intéressantes en terres rares. En fait, il n'y avait pas de motivation économique pour regarder ça. C'est seulement depuis 2-3 ans, parce que les cours des terres rares sont très élevés, qu'il y a une grosse motivation économique pour se pencher sur la problématique des terres rares. Donc, cet aspect économique va déterminer aussi quelle est la quantité qui est raisonnablement accessible. Les technologies pour aller à 3000, 4000 mètres, vous me direz, oui, en Afrique du Sud, c'est pas les mines qu'on exploite, c'est les gens. Vous avez certainement en partie raison. Sauf qu'au Canada, là, le mineur canadien, on ne l'exploite pas comme le mineur africain. Donc, et j'ose espérer qu'en Afrique, on n'exploitera plus, parce que tous les hommes méritent le respect et un salaire décent pour leur travail. Donc, au Canada, on exploite aujourd'hui à 3000 mètres. Hein. Donc, les technologies existent. Il y a des gros travaux de recherche sur la mine du futur. Alors, on a déjà ça en Europe. La mine de Kiruna, tout à fait dans le nord de la Suède, c'est la plus belle mine de fer, la plus grosse d'Europe. C'est de l'acier suédois, le célèbre acier suédois. Si vous allez dans la mine, il n'y a pratiquement plus personne. Il n'y a que des gens qui font de la maintenance. Tout ce qui est foration, tir d'explosifs, déblaiement, évacuation du minerai, c'est automatisé. Et la nouvelle maladie du mineur, ce n'est plus la silicose, c'est le cholestérol. Parce que les gars, ils sont à quelques kilomètres de là, dans des grandes salles, avec des murs d'écran vidéo, des fauteuils, des joysticks, la canette de coca à porter et le sandwich, très mauvais pour la santé. Hein. Très très mauvais, mais j'imagine qu'ils ont des gymnases, etc. Mais je plaisante un peu. Mais, et si on regarde quelle est la quantité de métal potentiellement contenue dans 1 kilomètre de tranche de croûte terrestre, c'est absolument extraordinaire. Il y a très peu d'études là-dessus qui sont disponibles, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de gens qui racontent absolument n'importe quoi, la courbe de Hubert appliquée aux minerais métalliques, etc., alors qu'elle a du sens sur le pétrole, mais elle n'a pas de sens sur les métaux, parce que les métaux, rien n'interdit
leur présence en profondeur. Donc pour le cuivre, cette étude a été faite. Il y a un gros travail de modélisation sur les 3 premiers kilomètres. La conclusion de ça, c'est au rythme actuel d'exploitation du cuivre, on en a pour 5000 ans. Alors vous allez me dire, catastrophe, dans 5000 ans, on n'a plus de cuivre. C'est grave. Oui, c'est grave. Sauf que la bonne nouvelle, c'est les Nations Unies qui le disent, c'est que la population terrestre va se stabiliser autour de 9 à 10 milliards, c'est le scénario médian, entre 2050, à partir de 2050 jusqu'en 2300. Il y a des projections à 2300. Alors vous allez me dire, oui, mais vous m'avez montré qu'il y a un écart d'un facteur de 10 entre le riche et le pauvre. Donc si tous les pauvres se mettent à consommer du cuivre comme le riche, ça ne va pas le faire. Ben si, ça va très bien le faire. Et une fois que tout le monde sera saturé de cuivre, après, on recyclera. Hein, il n'y aura plus de croissance de la demande. Donc tous ces facteurs-là sont à prendre en compte. Et je dirais, oui, je l'ai dit, il faut faire tout ce qu'on peut pour le recyclage, la réduction de la consommation. Demain, des nanotechnologies nous permettront d'avoir des catalyseurs aux platines avec beaucoup moins de platine qu'aujourd'hui, etc. Tout ça, c'est de la recherche, de l'innovation. Il faut aller à fond là-dedans. Comment on peut faire, comment on peut obtenir les mêmes fonctions? Nous, ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est nous chauffer, nous éclairer, nous transporter, manger, boire, etc. Plus d'autres choses que la morale m'interdit de citer. Voilà, c'est les besoins humains. Donc la question, c'est comment on peut les satisfaire en ayant l'impact sur la nature le plus faible possible. C'est ça la question. Mais je suis désolé pour M. Guibon, que j'aime bien, et dont je connais bien le bouquin. J'ai été invité à Centrale pour débattre avec lui. Donc je suis tout à fait à mon aise. Et non, c'est une vision malthusienne, et en plus, elle est invendable. Parce que le riche ne peut pas aller voir le pauvre en disant « Toi, tu es pauvre, puis tu as intérêt à rester pauvre, parce que sinon, moi, je ne peux pas être riche. » Alors ça, je peux vous dire qu'essayer d'aller vendre ça quelque part, le développement durable, ça ne marche que si les gens y ont un intérêt. Hein. Un investisseur doit trouver comment il gagne de l'argent avec le développement durable. C'est comme ça que ça se fera. Hein. Et l'humanité doit trouver un intérêt à la question. Oui, sur votre dernier transparent, la notion de substitution n'apparaît pas explicitement. Et il me semble que c'est quand même aussi un enjeu de chimie moderne extrêmement puissant. Donc à la fois, vous avez cité, donc, juste dans la dernière phrase, les nanomatériaux, on peut citer évidemment toute la chimie organique et organométallique. J'ai cité la substitution du Wi-Fi, par exemple, au cuivre en matière de télécom, donc des ondes hertziennes. Effectivement, oui, c'est substitution, recyclage, réutilisation, éco-conception, tout ça va de pair. Mais vous avez tout à fait raison, bien entendu, c'est la substitution, mais toujours une substitution basée sur le concept d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le substitut qu'on va utiliser n'a pas quelque part des effets pervers auxquels on ne s'attendait pas. Hein. Exemple, par exemple, les nanomatériaux, où il peut y avoir certaines questions en matière de santé publique pour certains nanomatériaux et tout. Bon, donc, mais oui, bien sûr. Et oui, ça ouvre un champ d'innovation, ça ouvre un champ absolument extraordinaire pour la recherche, l'innovation. Je veux dire, on a multiplié en un siècle par 20 la consommation de matières premières par capita, alors que la population mondiale, elle, n'a augmenté que d'un facteur de 4, ce qui est déjà gigantesque. Ça, on a fait ça en un siècle. Et tout ça, c'est l'innovation, le génie humain qui est à la base. Je ne pense pas que le moteur du génie humain soit tari grâce au ciel. J'ose espérer. Ou alors, c'est grave. Oui, bonjour. Sur la courbe de production mondiale des métaux, on constate un plateau entre les années 70 et 2000. Oui. C'est la période de la création de l'informatique et tout. Est-ce que ça n'a eu aucune influence sur la production mondiale, ou est-ce qu'on a travaillé sur des stocks Alors n'oubliez pas que le graphe est pollué par le fait qu'il inclut le fer, et que le fer, c'est 92% de la production totale en masse. Le reste le reste, vous ne le voyez pas très bien sur le graphe parce qu'il se noie par rapport au poids du fer. Donc, l'informatique, par exemple, a eu pour effet de doper la consommation de gallium d'un certain nombre de métaux rares, mais dont les tonnages sont pouillèmes par rapport aux grands métaux que sont le fer, l'aluminium, le cuivre, le nickel, le zinc, etc. Hein, donc, il ne se voit pas sur ce graphe. Par contre, cette relative stabilisation, ça montre la maturation des économies, parce que des métaux comme le fer, le cuivre, le zinc, etc., sont de bons indicateurs